Bienvenue sur Ici Beyrouth. 33% des votants dimanche dernier ont choisi le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Mais aucune des 11 circonscriptions des Français établis à l'étranger n'a hissé au second tour un candidat du RN. Ensemble, la coalition autour du président Macron et le nouveau Front populaire, coalition des principaux partis de gauche, arrivent chacun en tête de 5 circonscriptions et sont au coude à coude pour la plupart. Ici Beyrouth vous propose d'aller à la rencontre des 2 candidates qualifiées au second tour pour la 10e circonscription des Français de l'étranger. Elsa Di Meio du Parti socialiste du Nouveau Front populaire avec 32,52% et Amélia Lacrafi du Parti Renaissance et de la coalition Ensemble avec 31,82%. À partir de dimanche soir, l'une d'elles représentera les plus de 113 000 Français inscrits dans 49 pays, dont notamment le Liban, les Émirats arabes unis et les pays d'Afrique centrale et d'Afrique orientale. Pour des raisons de calendrier et de taille de la circonscription, il est quasi impossible de faire un débat entre les 2 candidates. Ici Beyrouth vous propose donc 2 entretiens publiés simultanément et enregistrés cet après-midi pour permettre aux indécis de se décider ou aux autres de se conforter dans leur choix. Nous allons commencer par Amélia Lacrafi. Bonjour, vous êtes avec nous en visioconférence. Donc, Amélia Lacrafi, vous êtes la députée sortante Bonjour. de cette circonscription. Vous êtes investie par le parti présidentiel depuis 2017, dont vous avez été élue en 2017 et en 2022. Vous venez souvent au Liban et notamment la dernière fois où ce n'était pas en campagne, c'était en avril pour une visite de 4 jours. Notamment, vous avez rencontré le commandant en chef de l'armée libanaise, Joseph Aoun, et vous avez évoqué la situation au Liban Sud. Merci beaucoup pour cet entretien. Nous allons commencer électoralement. 253 voix vous séparent de votre concurrente. Sur les reports de voix, de quel parti comptez-vous pour l'emporter ? Bonjour et merci pour cette initiative. Alors, pour les reports de voix, je compte sur nos amis républicains et tous les électeurs qui sont pour un front républicain. Front républicain, mais c'est le même discours que le nouveau Front populaire utilise aussi, le Front républicain. Ah, non, pas du tout. Enfin, s'il l'utilise, je pense que c'est faux, parce que quand je parle du Front républicain, je parle de nous, d'Horizon, de l'UDI, du MoDem, d'Horizon, bien sûr, avec Édouard Philippe qui me soutient gentiment, et surtout des LR, les Républicains. Donc, le Parti socialiste, les communistes, les écologistes ne font pas partie du Front républicain ? Alors, aujourd'hui, ils se sont alliés à LFI, ce que je trouve absolument dommage. C'est vrai qu'aujourd'hui, en métropole, en tout cas, dès lors qu'il y a des triangulaires, nous avons pris la décision, et Gabriel Attal, notre Premier ministre, de nous retirer si un Renaissance était en 3e position pour laisser un candidat PS ou écolo, évidemment, pour ne pas amener le Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, je regrette cette coalition avec Mélenchon, malheureusement. Certains électeurs pourraient voter pour vous et pourraient voter pour le centre et même pour Édouard Philippe. Mais ils ont du mal aujourd'hui à donner une voix à Emmanuel Macron. Vous comprenez cette appréhension ? Je la comprends évidemment et je reçois régulièrement ce genre d'informations par nos compatriotes. Pour les rassurer, ce que j'ai envie de leur dire, nous, en tout cas mes collègues et moi-même à l'Assemblée nationale, sur ce mandat et sur le mandat précédent, avons été des députés responsables qui votons en responsabilité dans l'intérêt des Français de nos circonscriptions. Je m'explique. Par exemple, sur la loi immigration, j'ai voté contre. Je me sens loyale à ma majorité, évidemment, parce que je vais être d'accord avec 65 à 70% des idées et des propositions, mais je me sens très libre parce que nos compatriotes m'ont fait confiance en 2022, un peu plus que le président de la République quand on voit les résultats. J'ai été mieux élue en 2022 qu'en 2021 et mieux élue que le président de la République. Donc il y a eu ce rejet du président Macron, mais cette reconnaissance de mon travail à leur côté, et je les en remercie de m'avoir permis de continuer à les accompagner. Mais j'ai envie de dire, contrairement à la NUPES ou contrairement au RN,
qui ne votent que d'un seul homme, et c'est très impressionnant quand on les voit à l'Assemblée nationale. Nous votons en notre âme et conscience, et quand il s'agit du bien de mes compatriotes, je sais ce que je vote et je vote dans leur intérêt. Donc aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est donc une élection entre Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron? C'est une élection c'est des élections. Alors, c'est le cas en France. C'est le cas beaucoup plus pour les Français de France que pour les Français de l'étranger. Nous avons la chance d'avoir à l'étranger des compatriotes qui sont plus ouverts, qui ont l'habitude de fréquenter d'autres cultures, qui n'ont pas peur de l'autre, pas peur de l'inconnu, et qui sont beaucoup moins, comment dire, des idéologues avec des idées du Rassemblement national, et donc des personnes qui votent pour leurs députés, pour le travail qu'elle fait pour eux et pour l'intérêt qu'elle leur accorde. Et c'est ce qui est vraiment gratifiant pour les Français à l'étranger. C'est vraiment des gens beaucoup plus ouverts qui regardent ce que font leurs parlementaires et qui votent pour leurs parlementaires. Après, nous avons également, évidemment, aussi des compatriotes qui votent pour un parti et qui vont voter pour un des trois blocs. Et moi, je les pousse à voter pour notre bloc, qui est celui de la responsabilité et celui de l'apaisement, je crois, et surtout quand je vois ce qui s'est passé encore une fois ces 2 dernières années et le parti qui a, comment dire, sans utiliser des mots trop négatifs, mais créé du désordre, voilà, on va dire ça comme ça, créé du désordre dans l'hémicycle et à qui il a fallu faire beaucoup de rappels au règlement pour expliquer que dans cette institution, qui est une institution sérieuse, qui est l'Assemblée nationale, on ne fait pas n'importe quoi et qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Et là, malheureusement, le RN a gagné son pari parce que tous les députés du RN se tenaient, étaient extrêmement polis. Et quand vous les voyez avec les agents, les huissiers, les administrateurs de l'Assemblée nationale, ceux du RN, très polis, toujours, et ce, malheureusement, de cette alliance contre nature qu'est la NUPES, assez grossier et qui ne respectait pas les règles de l'institution. Donc en gros, Et une malheureusement, ils dédiabolisation. ont donné des voix et donné de la crédibilité au Rassemblement national. Donc une dédiabolisation du Rassemblement national, comme vous le dites. Total. Donc aujourd'hui, si vous êtes Total. élu, donc dimanche, si vous êtes élu, vous allez siéger dans une assemblée où la majorité relative ou absolue est aux mains du Rassemblement national, avec la possibilité d'avoir Jordan Bardella comme Premier ministre. Comment être député dans une assemblée pareille? Alors, je vais être très honnête avec vous, ça m'étonnerait vraiment que Jordan Bardella soit Premier ministre parce qu'il n'aura pas la majorité absolue. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 candidats qui se sont retirés, qui ont fait un acte courageux, et je pense qu'on s'en rappellera, qui se sont retirés pour faire barrage au Rassemblement national. Donc non, Jordan Bardella n'aura pas de 289 sièges. Sur les dernières estimations, je pense qu'il sera entre 190 et 220 sièges, pas plus. Donc aller chercher 70 à 90 sièges pour avoir une majorité absolue, je pense que ça va être très compliqué pour lui. Ensuite, nous, majorité présidentielle ou front républicain, on l'appelle comme on veut, on va aller chercher nos collègues des Républicains et nos collègues, à mon avis, des écolos, du PS, de l'UDI, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, qui ne partagent pas son idéologie. Quand on voit cette alliance contre nature entre la moitié qui soutiennent l'Ukraine, l'autre moitié qui soutiennent la Russie, ça me paraît improbable. Dommage de se vendre à Mélenchon pour avoir un siège, mais j'espère qu'en tout cas après, et j'en suis presque sûre, cette alliance va exploser. Donc vous pensez, donc vous seriez prête vous-même et prêt en tant que camp présidentiel à vous unir avec le PS, avec les écolos, avec les communistes, mais avec pas avec les républicains, mais pas avec Absolument. la France insoumise, même si ça vous permettrait d'avoir une majorité absolue en tant que coalition. Je ne l'ai pas fait sur le dernier mandat, je ne le referai pas plus aujourd'hui. Exemple, quand nous avons voté pour nos présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale, beaucoup de mes collègues ont mis dans l'urne un nom parce qu'il fallait absolument, par rapport aux équilibres de l'Assemblée nationale, un vice-président Rassemblement national. Eh bien non, je n'ai pas mis 5 noms parce qu'il y a 5 vice-présidents, j'en ai mis 3 parce que pour moi, il était hors de question
d'écrire le nom d'un élu, d'un député Rassemblement national. Et Donc on n'est LFI? pas obligé de le faire. Je ne l'ai pas fait alors qu'on avait des consignes de le faire et je ne le referai pas plus aujourd'hui. Et pour un vice-président de la France Insoumise? Pareil, je ne peux pas, je suis désolée. C'est Donc hors de vous mettez question. au même niveau le Rassemblement national et la France LFI et le Insoumise. Rassemblement national, Même si absolument. certains leaders de votre coalition, certains sont plus au cas par cas que certains, par exemple François Ruffin, c'est un bon insoumis qui n'est plus insoumis. Il n'est plus insoumis. Ensuite, tout le monde fait des erreurs et j'ai envie de dire, il n'y a que il y a que les C qui ne changent pas d'avis. Non, un ancien insoumis n'est plus un insoumis. D'accord. Donc on peut faire des erreurs et on peut se reprendre et ne pas rester au sein d'un parti dirigé par un, un Mélenchon qui a envie de décrédibiliser nos institutions et qui répète à qui veut l'entendre que ce qu'il n'a pas eu par les urnes, il l'aura par la rue. Mais ça s'appelle un attentat. Ce que j'ai pas eu par les urnes, je l'aurai par la rue. Et je trouve ça gravissime. Bah, en fait, tous les acteurs et les observateurs s'accordent à dire que la France est à un tournant historique, que pour la première fois, C'est vrai. l'extrême droite sera au moins le plus grand groupe à l'Assemblée nationale, et on entend parler de désobéissance civile, de guerre civile. Comment vous Alors, réagissez à c'est ça? vrai. Alors, la désobéissance civile, elle vient aussi du camp mélenchoniste, hein, ne l'oublions pas. Pour la guerre civile, je n'en sais rien et je ne le souhaite pas, évidemment. J'ai confiance dans nos forces de police, j'ai confiance dans nos Français et nos Françaises et tous les citoyens qui vivent dans notre pays, qui ont envie, qui aspirent à vivre en paix. Oui, la France droitiste, bien sûr, mais pas que la France. À ceux qui nous disent qu'on a été le marchepied du Rassemblement national, non. LFI et la NUPES a bordélisé l'Assemblée comme ils s'amusent à le dire parce qu'ils en rient malheureusement, alors que ce n'est absolument pas drôle. L'Assemblée nationale est un lieu sérieux, c'est une institution sérieuse, on y vote la loi. A bordélisé l'Assemblée, ils ont, encore une fois, donné du crédit au Rassemblement national. Et ce qu'on peut se dire aussi, c'est que, alors c'est pas un secret que je vous livre ici, l'Europe entière se droitise, et je ne parle pas des États-Unis et de certains pays d'Amérique latine. Donc oui, il y a un virage à droite clair. Aujourd'hui, le virage à droite, même pour la France, si on prend les résultats de la 10e circonscription, on a 10% pour vous, 5% pour... pardon, 30, c'était les inscrits. Oui, 33%, 32% pour vous, 17% pour l'union de l'extrême droite et de la droite, et 10% environ pour les républicains. pour les Donc on a quand même républicains, absolument. 50%. Donc vous pensez que ces reports de voix, par exemple, de droite, on va dire, vous permettraient d'accéder, de gagner ce second tour? Je le souhaite. C'est à moi de réussir à les convaincre et d'aller chercher les voix une par une. Ah, Absolument. aujourd'hui, on a quand même 70, on a à peu près 70% d'abstention dans cette circonscription. Tout à fait. Alors que c'est l'élection historique depuis le début de la Ve République. Et comment aujourd'hui on explique ce phénomène que les Français de l'étranger, en tout cas de cette 10e circonscription, ne se mobilisent pas autant? Et qu'est-ce que vous faites pour mobiliser ces Français de l'étranger à participer au moins au second tour et plus à la vie politique française? Alors, c'est vrai que depuis 2017, ils sont de plus en plus nombreux. Et je suis arrivée en 2017 avec un constat, c'est moins de 20% des Français de cette circonscription votent. Aujourd'hui, le taux a augmenté. En 2022, il avait aussi augmenté. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui votent et ceux qui sont inscrits sont ceux qui veulent garder un lien. On a beaucoup de Français, quand ils ont quitté, ils veulent quitter. Peu importe la raison, chaque Français a sa raison qui lui est propre, mais s'éloigne et certains coupent complètement les ponts avec la France. D'autres se disent qu'ils ne sont pas légitimes et qu'ils ne subissent pas les politiques publiques françaises, donc il n'y a pas forcément intérêt à être inscrit. Une toute petite minorité ne veut pas être inscrit parce que pense qu'il y a un lien avec le ministère de l'économie, qui est faux. Il n'y a aucun lien entre les deux ministères, donc je les rassure pour cela. Et d'autres n'ont pas confiance, d'autres se sentent loin. Et c'est vrai que pour ceux qui sont en tout cas enregistrés, les 100 000, on a accès à leurs emails quand on est député et quand on est candidat. Et c'est vrai que quand on envoie des mails
en masse. Donc, moi, j'envoie 100 000 emails quand je fais un mailing. Beaucoup d'emails arrivent dans les spams. Donc, je dis souvent aux gens d'aller dans les spams pour vérifier s'ils ont bien reçu mes mails. Et ce que je leur dis souvent, parce que souvent, ils ne voient pas l'intérêt d'être inscrit ou l'intérêt de voter. Et vraiment, c'est un discours que j'ai depuis 7 ans et que je continuerai à avoir et que je veux marteler, marteler, marteler. Je leur dis, vous êtes 3 500 000 Français à l'étranger. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, c'est les chiffres de l'INSEE, entre 3 400 000 et 3 600 000. Donc, mais seulement 1 690 000 enregistrés. Ce que je dis, c'est enregistrez-vous parce que les budgets et le nombre d'agents dans vos consulats et ambassades est lié directement au nombre de Français enregistrés dans la circonscription. Donc, quand vous êtes 30 000 Français enregistrés aux Émirats arabes unis, mais qu'en réalité vous êtes 45 000 ou 50 000, si vous êtes 1600 enregistrés au Tchad, mais qu'en vérité vous êtes 3 000, quand vous allez demander des services au consulat, donc votre carte consulaire qui est dématérialisée d'ailleurs, un rendez-vous pour le visa d'un conjoint ou renouveler un passeport, eh bien, l'accès est de plus en plus compliqué parce que vous êtes de plus en plus nombreux et qu'on a forcément moins d'agents parce que tous les Français ne sont pas enregistrés. Donc, je leur dis, aidez-nous à vous aider, enregistrez-vous tous, nous pourrons avoir plus d'agents dans les consulats pour vous aider et aidez-nous à vous aider parce que sur 577 députés, nous ne sommes que 11. 11 à côté de 560, enfin, sur 577. Donc, quand on va même à plusieurs, on a la chance d'être souvent à 10 sur 11 ou 9 sur 11 à travailler ensemble et aller voir les ministères ensemble pour négocier des budgets pour nos compatriotes. Bah, quand dans les ministères, les gens regardent que, bah, en fait, il n'y a qu'1,6 million enregistrés sur 3 millions, donc 1 million, plus d'1,6 million qui ne s'intéressent pas, et puis 80% d'abstention, bah, ils se disent, bon, même si je n'accède pas aux demandes des parlementaires, c'est pas grave, parce qu'il n'y a que 20% d'électeurs et 80% d'abstentionnistes. Mais si on arrivait à réduire de manière drastique l'abstentionnisme, on pourrait convaincre beaucoup plus facilement nos dirigeants et ainsi que nos administrations. Je vais revenir sur ce que vous dites. En fait, vous représentez 49 pays et en tant que député, et même si vous êtes 11, et là même je sens que vous n'êtes pas toujours les 11 d'accord, effectivement, c'est quoi votre poids sur la politique étrangère de la France, vu que vous représentez des Français qui sont à l'étranger? Oui, alors, on a du poids, surtout quand on représente 49 pays. Et surtout, la chance que j'ai, c'est qu'avant d'être députée, j'avais une société de cybersécurité, j'avais beaucoup de clients en Afrique et 3 associations en Afrique et j'étais proche de beaucoup de dirigeants ou de gouvernements. Et donc, j'utilisais ce réseau de dirigeants et de présidents et de ministres, je l'ai utilisé dans l'intérêt de mes compatriotes quand nous avions des compatriotes qui avaient des soucis, mais aussi à remonter de l'information au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et au président de la République. Et ça fait de nous un canal de diplomatie parallèle. On appelle ça de la diplomatie parlementaire. Donc on a du poids. On a du poids parce que, en tout cas, avec la chance que j'avais de connaître beaucoup de chefs d'État avant, d'avoir lié des liens de confiance et de pouvoir passer des messages qu'un chef d'État ne passera pas à notre ambassadeur pour X ou Y raison, peu importe, mais de pouvoir être une courroie de transmission solide pour les décisions en faveur soit de notre pays, soit du pays ami. Et ça a du poids. Là, je reviens un peu sur l'idée, c'est un des problèmes qu'on n'a pas pu faire le débat, c'est quand même 49 pays sur 2 continents, Oui. je crois il y a 3 ou Oui. 4 fuseaux horaires. Comment c'est possible de représenter des Français sur 49 pays et 2 continents? Alors, on les représente à Paris, que ce soit clair. Quand je suis attaquée sur le fait que je n'habite pas la circonscription, je organise mon agenda pour être 3 semaines à Paris et 1 semaine en circonscription. Donc, 3 semaines à Paris, je siège à la commission des affaires étrangères et je suis dans l'hémicycle le plus souvent quand il y a un texte de ma commission. Parce que quand on connaît un peu le fonctionnement de l'institution, nous faisons exactement le même travail en commission que dans l'hémicycle. Et je viens dans l'hémicycle soutenir ma majorité quand il y a un texte d'une autre commission pour pouvoir arriver au texte que nous souhaitons tous voter. Ensuite,
nous avons tous les ministères qui sont à Paris, les administrations, la direction des impôts des non-dirigeants, pardon, la direction des impôts des non-résidents, pardon, que nous avons créée en 2018, elle est en région parisienne. Le Quai d'Orsay, bien sûr, est en région parisienne. Et vraiment, toutes les institutions, la Banque de France, la Fédération française de banque, et tous ceux à qui je m'adresse pour venir en aide à nos compatriotes. Donc, il faut être à Paris. Et ensuite, toutes les ambassades des pays de la circonscription sont à Paris. Et ensuite, une semaine par mois, en moyenne, entre 5 et 8 jours par mois, en circonscription, je vais dans 2 à 3 pays en fonction du nombre de Français enregistrés au consulat. Et ce qui est intéressant et la chance que nous avons, c'est d'avoir encore une fois les emails. Donc, je fais systématiquement soit une réunion publique, soit une permanence parlementaire au consulat et je reçois en face à face nos compatriotes qui veulent me parler personnellement. Et là, je peux les prévenir par email. Ils sont communautaires. Et c'est pas grave d'être communautaire dès lors qu'on n'est pas séparatiste. Et du coup, ils fréquentent tous le lycée français, enfin presque tous en tout cas, l'Alliance française ou l'Institut français, et les restaurants, souvent, voilà, ils vont dans les mêmes restaurants. Donc, et surtout, ils sont organisés en association. Donc, nous avons l'UFE, la DFE, les accueils, donc avec la FIAF, les associations de bienfaisance que j'accompagne depuis 5 ans maintenant, les associations d'anciens combattants, et on a tous nos Français comme ça, les chambres de commerce, les clubs d'affaires qui sont organisés. Donc, dès lors que je m'adresse au président de l'association et que je lui dis « je viens », je suis prête à répondre aux questions ou à donner un coup de main ou ce que vous voulez que je fasse pour vous, je le fais. Et les associations de parents d'élèves, enfin vraiment, c'est bien plus aisé pour nous d'entrer en contact avec la communauté dans toute sa différence quand on est français de l'étranger qu'en métropole. Et ils vous disent quoi aujourd'hui là? Vous avez fait un tour, j'imagine, pour la campagne du premier tour. Là, vous êtes encore en tournée. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces Français d'étrangers? À quoi ils pensent? Alors, ceux qui viennent à moi, c'est souvent ceux qui sont acquis déjà à la cause, où j'ai eu quelques nouvelles personnes que je n'avais jamais vues et qui m'ont dit, écoutez, c'est la première fois qu'on vient à une réunion chez vous. On vous avoue qu'on n'a jamais voté pour vous, mais que maintenant on va le faire parce qu'on est inquiet d'une part et on a regardé et puis bon, on attend d'être convaincus. Et c'est vrai qu'à la fin de chaque réunion, les gens revenaient vers moi pour me dire, bon, on est convaincus, vous êtes dynamique, vous nous avez convaincus. Donc, c'est agréable à entendre. Et quand je leur déroule toutes mes initiatives, eh ben, la plupart des gens présents disent bah oui, on est témoin, elle a fait ci, elle a fait ça. Et en fait, c'est gratifiant de se dire toutes ces nuits blanches et tous ces moments loin de ma fille et de ma famille, ben, les gens le reconnaissent. Et ça me fait plaisir. Je suis challengée évidemment sur ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de pas bien. Je pense que tout le monde fait des erreurs. Enfin, l'erreur est totalement humaine. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire on a voté ça, finalement ça ne fonctionne pas. On va modifier ou on a modifié. Ça ne veut pas dire qu'on rétropédale, ça veut dire qu'on a fait des auditions, parce que quand on vote une loi, on fait des auditions. J'allais en proposer une sur le sujet de la francophonie, qui est pour moi un sujet important, notamment à cause des problèmes de mobilité dans l'espace francophone et avec le problème des visas. Et j'étais en train de faire des propositions pour déposer une loi à la rentrée. Et j'invente pas les informations ou je ne me fais pas plaisir entre moi et moi-même. J'ai auditionné plus de 250 personnes. Donc, à chaque fois qu'on travaille sur un texte ou qu'on travaille sur un sujet, on va auditionner les sachants, parce qu'on ne peut pas tout savoir sur tout. Et après avoir auditionné 250 personnes, j'avais des idées au départ qui se sont améliorées, certaines sur lesquelles je suis revenue, et des nouvelles en écoutant tous ces gens-là. Et c'est à partir de toutes ces auditions, tout au long de l'année, qu'on dépose des lois. Mais il peut s'avérer que même en ayant écouté 250 personnes, qu'à la fin, une fois que la loi est votée et appliquée après le décret, on se dit, ah mince, il y a un angle mort qu'on n'avait pas vu, ça ne va pas. Et on peut modifier, et ça ne veut pas dire qu'on se renie, mais ça veut dire qu'on essaye et qu'on améliore en avançant. Et c'est ce que je pense est important à retenir. D'accord, là vous avez donc 113 000 inscrits, vous avez des Français qui viennent vous voir, et j'imagine que de ces Français qui habitent à l'étranger, il y en a beaucoup qui sont binationaux. Et ça a été un des thèmes... 65% en moyenne. 65%, et ça a été un des thèmes abordés lors de cette campagne, notamment par le Front National, par le Rassemblement National, excusez-moi, oui. Et leur proposition d'interdire l'accès aux postes, je dis stratégiques,
de l'État aux Français binationaux. Qu'est-ce que vous disent ces Français binationaux que vous rencontrez? Il ne me parle pas tellement des postes, même si c'est quand même assez ubuesque. Il me parle de la binationalité ou de la fin du droit du sol. Et c'est vrai que j'ai envie de crier très fort qu'il se passe des choses dans l'imaginaire des gens, et notamment dans l'imaginaire enfin, du RN. Euh, la nationalité française ne s'acquiert pas si facilement. Il faut arrêter de rêver et de croire que la France donne la nationalité française à tous ceux qui naissent sur notre sol. C'est faux. Il faut être né là, avoir grandi au moins 10 ans, de la demander avant ses 18 ans, ou enfin, il y a vraiment un dossier sérieux, complet, très long à faire. Et on a malheureusement des compatriotes qui ont du mal à la récupérer après coup parce qu'ils n'ont pas fait les démarches en temps et en heure, ou ceux qui veulent la donner à leurs enfants parce qu'ils n'ont pas fait les démarches avant leurs 18 ans, et je pense là, moi, à des cas à Madagascar, pour aller chercher le certificat de nationalité française, ce fameux CNF, c'est la croix et la bataille, et on se bat encore aujourd'hui avec l'administration à Nantes parce qu'on a des compatriotes qui ont juste perdu la nationalité française. Donc croire qu'on la donne à tout le monde, c'est une erreur, et il faut vraiment que le Rassemblement national se la mette dans la tête. Ensuite, se dire qu'on va interdire la binationalité et ce droit du sol, enfin, même Pétain ne l'a pas fait. Enfin, personne ne l'a fait, et depuis 1515, enfin, ça date pas d'hier, ça date de 1515. Donc moi, j'ai honte, mais vraiment honte, que le Rassemblement national pense à de telles lois. Mais imaginez, ça voudrait dire que Amin Malouf doit renoncer à sa nationalité libanaise ou française. Enfin, je ne comprends pas comment on peut penser à des choses pareilles. Et je pense que ça a beaucoup touché. Parce que quand on a 65% de Français binationaux dans le monde, je suis binationale. J'ai un passeport français, j'ai un passeport marocain. Et l'espèce de blague, quand on me dit, mais s'il y a la guerre entre deux pays, tu vas où? Non, mais je suis française. Je suis française, et résolument française. Et tellement française qu'après les attentats, j'ai mis un drapeau dans mon jardin. Mes voisins l'ont enlevé, je le remettais, mes voisins l'enlevaient. Je leur demandais, mais attendez, regardez tous les morts qu'on a eus. Un attentat atroce, on ne connaissait pas des attentats avec une ampleur pareille, ça ne vous touche pas. Et mes voisins me disent non, mais le drapeau, c'est le Rassemblement national. Et c'est à partir de là, 2015, que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays qui m'a tant donné, au lieu d'aller demander tout le temps, tout le temps. Eh bien, c'est là que j'ai intégré la réserve, et que j'ai été promue au grade de commandant de réserve à la réserve cyberdéfense, parce que je me dis que chaque Français doit se dire, OK, comment j'aide mon pays et comment je fais pour le vivre ensemble. Moi, j'ai pensé à la réserve, on peut penser à plein d'autres choses. J'ai pensé à la réserve et à la vie associative. Je suis impliquée dans beaucoup d'associations, je fais des maraudes et j'ai toujours mes associations en Afrique. Mais c'est comment on peut travailler chacun avec ce qu'on peut faire et ce qu'on a entre les mains, chacun à son niveau, chacun avec ses moyens, à se vivre ensemble, et c'est possible. Et moi, je ne désespère pas d'aller convaincre ces millions, 13 ou 16 millions de compatriotes qui ont voté pour le RN. Je suis persuadée que ce n'est pas 16 millions de xénophobes. Je suis persuadée que ce n'est pas 16 millions de racistes. Je pense qu'il y a des gens fatigués, des gens qui ne croient plus en la politique, des gens qui veulent renverser la table, des gens qui sont en colère. Et je me dis, c'est aussi notre mission d'aller On a chercher entendu des les Français commentaires qui se sont perdus. on a entendu des commentaires disant que ça a été, en fait, on a voulu couper la tête du roi. Donc, en gros, le vote RN, ils ont voulu couper la tête du roi, donc de Emmanuel Macron. Donc, c'est vraiment un vote sanction, mais là, c'était la sanction ultime, ce vote RN. Est-ce que c'est la sanction ultime? Je ne sais pas. Mais vouloir mettre à mal un pays, des années de travail, parce qu'on n'aime pas le président, parce qu'on n'aime pas ses petites phrases, parce qu'on n'aime pas le sourire en coin qu'il a eu tel jour, parce qu'un jour il a dit qu'il fallait traverser la rue, je trouve ça quand même disproportionné. Il a dit des petites phrases que je regrette aussi, clairement. Je ne suis pas d'accord avec 20 ou 30% de sa politique, c'est vrai, mais je ne vais pas renverser la table. On a quand même voté en 2017 des textes qui changent le quotidien des gens, pas à l'instant T. En fait, là où il y a une frustration chez moi, c'est que tout ce qu'on a voté depuis 2017, on ne l'a pas voté pour nous, pour qu'on voit tout de suite le résultat.
on l'a fait pour les générations futures. Donc on a passé des nuits et des fois des week-ends à voter pour augmenter le minimum vieillesse, pour dédoubler les classes dans les quartiers prioritaires. Et j'ai rencontré des parents dès le mois de décembre 2017 qui m'ont dit Amélia, moi, mon enfant en décembre savait lire et écrire quand les grands frères et les grandes sœurs à 7 ans, à 8 ans, ne lisaient pas correctement. Donc, ce qu'on a fait en 2017 se verra dans 10 ans, dans 7 ans, parce que ces enfants vont aller à l'université ou à l'école de commerce. Et le président, à ce moment-là, dira que c'est grâce à lui, alors que non. On a augmenté de 30% le budget de la police. Le RN passe son temps à dire qu'il n'y a pas de sécurité en France. Sauf que nous, on a embauché 15 000 policiers, 200 brigades de gendarmerie, 1500 greffiers, parce que quand on arrête un jeune délinquant, au tribunal, on mettait beaucoup trop de temps. On a réduit ces délais pour les femmes battues. On est passé de 6 mois à 4 jours pour l'ordonnance de protection. Enfin, et tout ça, on va renverser la table parce qu'il y a la petite phrase du président qu'on n'a pas aimée. Non, moi je demande à nos compatriotes, s'il vous plaît, réfléchissez, regardez, renseignez-vous sur tout ce qui a été fait. Et cette augmentation de budget de la police, les 42 milliards dans l'hôpital, enfin, c'est quand même le PS avec Hollande et Valls qui ont supprimé 22 000 emplois dans l'hôpital. Et après, on vient nous dire, vous, la Macronie a tué l'hôpital. Enfin, est-ce qu'on peut réfléchir 4 secondes et se dire, c'est peut-être les 22 000 emplois et 20 années de rabotage budgétaire qui ont tué l'hôpital. Et le numerus clausus, quand on a supprimé le numerus clausus il y a 5 ans, et ben dans 4 ans, 3 ans, 5 ans, nous aurons plus de médecins. Mais ça ne sera pas grâce au président dans 5 ans, ça sera grâce à cette majorité-là. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne le dit pas suffisamment et qu'on ne le diffuse pas suffisamment. Vous avez parlé de budget. Je suis passionnée. Donc... Non, mais évidemment, c'est votre travail aussi. Et si on n'était pas passionné, on ne ferait pas de politique. Si vous avez parlé des budgets, vous avez augmenté les budgets de la police, les budgets des hôpitaux. Un autre sujet de débat, c'est la situation économique en France. Donc la France est sous le coup d'une procédure de la Commission européenne pour un déficit public excessif. On a eu beaucoup d'experts qui disent que la politique du en même temps d'Emmanuel Macron n'a pas facilité. Aujourd'hui, le programme d'Emmanuel Macron, c'est on continue, on fait la même chose. Est-ce que c'est crédible comme programme alors que les marchés financiers ne sont pas très chauds, la Commission européenne enquête, les agences de notation, chaque quelques mois, le pays est en stress. Est-ce que la note va être dégradée? Est-ce que c'est crédible? Alors, le président et le programme d'ensemble. Ah mince, oh là là. Alors, pardon, mon téléphone a sonné. Vous m'entendez? Oui, si vous voulez. Oui, pardon. Oui. Alors, on n'a pas dit qu'on continuait exactement le même programme. Ça, c'est faux. Et je ne pense pas que ça soit le en même temps qui est fait dévier comme ça les comptes publics. C'est le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte durant le Covid. Et là-dessus, personnellement, j'ai envie de vous dire, je pense qu'on a bien fait. Je pense qu'on a bien fait parce qu'on a sauvé des millions d'emplois. On a sauvé des centaines de milliers d'entreprises. Et aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de restaurateurs qui me disent, c'est grâce à vous si on est encore là. Parce que nos amis restaurateurs belges, portugais, allemands, beaucoup ont fermé. Donc, ce quoi qu'il en coûte, il a sauvé des emplois, des artisans, et il nous a coûté beaucoup. On s'est rendu compte absolument, et on a d'ailleurs voté au 49.3 aussi ce qu'on appelle un PLFR, un projet de loi de finances rectificatif pour pluriannuel pour arriver à 2027 avec un déficit à 3%. Donc, on est bien conscient du déficit, on est bien conscient de cette dette, et pour redonner confiance au marché, et ce qu'on a réussi d'ailleurs, parce que le marché a plutôt bien reçu ce texte rectificatif et cette projection à 2027. Donc, personnellement, je suis contente qu'on ait pu rassurer les marchés. Ensuite, il faut aussi se dire que ce quoi qu'il en coûte a fait que pour la 5e année consécutive, la France est le premier destinataire de ce qu'on appelle les IDE, investissements directs étrangers. Devant l'Allemagne, on a passé notre temps à tout le temps se dire on est derrière l'Allemagne, constamment on est derrière l'Allemagne, on est devant l'Allemagne et de loin, on attire les investisseurs étrangers. Et ça, j'en suis très heureuse. On a aussi, après
impôts, donc après redistribution, le taux de pauvreté le plus faible d'Europe. On a un des taux d'emploi les plus élevés. On a l'inflation la plus basse. Donc oui, on a beaucoup de nos compatriotes qui souffrent et qui voient que leur facture de gaz, là, prend 12%. Moi, j'ai de la famille en Suisse. L'électricité a fait 800%. Donc, celle qui payait 100 paye désormais 800. Ça, c'est une réalité. Dans le quoi qu'il en coûte, bah, c'est plus 12%. C'est sûr que c'est beaucoup. Et moi, j'aime bien rappeler cet adage, quand on se regarde, on se désole, et quand je me compare, je me console. Et bien, comparons-nous un tout petit peu pour voir que la France maintient l'inflation au plus bas au niveau européen. Nos compatriotes ne le voient pas. Ce qu'ils voient, c'est que les courses et le quotidien augmentent. Oui, mais il faut se dire que ce quoi qu'il en coûte, et ce bouclier énergétique qui a été mis en place par cette majorité-là a fonctionné. Et aller poser les questions à nos voisins belges et nos voisins portugais, et ils vont vous dire que en France, on a des Français qui vivent dans un paradis et se croient en enfer. Je voudrais terminer notre entretien sur la situation au Liban. Donc nous avons à peu près 20 000 Français qui sont inscrits, donc j'imagine qu'il y en a plus, puisqu'ils ne sont pas inscrits, Bien sûr, qui vivent dans un absolument. pays qui est en guerre, en crise politique, Oui. en crise multidimensionnelle. Et aujourd'hui, en tant que député, si vous êtes élu député de la 10e circonscription, vous représentez ces Français du Liban, ces Franco-Libanais, et aussi un peu quel serait votre rôle au sein de cette assemblée aussi pour défendre aussi le Liban. Alors, en fait, continuez à les soutenir, à aller les voir, à les rassurer, à remonter les messages à l'Élysée et au Quai d'Orsay, soutenir les déposants, parce qu'on a malheureusement énormément de nos compatriotes qui souffrent des banques libanaises. Et là, je soutiens une initiative libanaise qui doit grossir pour aller en justice au Liban et aller en justice en France. Et là, j'ai créé une association qui se portera partie civile pour l'appuyer, et nous irons jusqu'au bout pour que nos compatriotes puissent avoir une justice sur leur argent bloqué dans les banques libanaises. Je me bats aussi pour l'accès à la santé pour nos compatriotes qui ne peuvent pas ou plus payer l'accès à la santé. Et là, on a plusieurs chantiers avec l'Hôtel Dieu de France, et je les en remercie. Et surtout, je continue à aller à la rencontre des forces libanaises, des forces en place libanaises. Et vous avez cité le général tout à l'heure, et je le soutiens. Je soutiens ce monsieur qui, je pense, est un homme très important aujourd'hui pour le Liban. Notre voix compte aussi au niveau parlementaire. Je préside la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, avec 72 sections de parlementaires dans le monde entier. Et là, j'ai lancé une initiative des parlementaires pour la paix, pour que chaque parlementaire dans tous ces pays puisse travailler ensemble, remonter à leurs dirigeants les informations, faire du plaidoyer pour la paix et du plaidoyer pour le Liban surtout, et continuer à augmenter les budgets pour le centre de crise et de soutien, le CDSE, qui aide aujourd'hui beaucoup d'ONG libanaises. Et là-dessus aussi, nous continuerons à aider les écoles chrétiennes libanaises, les associations qui donnent à manger aux compatriotes et aux Libanais qui ne peuvent plus se nourrir aujourd'hui, parce qu'on a une pauvreté qui a explosé dans ce pays. Il vous reste moins d'une minute. Qu'est-ce que le dernier message que vous pouvez adresser aux Français avant dimanche? Vous avez 30 secondes. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en nous, vos représentants. Allez voter. Il faut convaincre vos amis, votre entourage, votre famille d'aller voter, parce que votre voix compte. Et être Français de l'étranger n'est pas être un Français de seconde zone. Vous êtes des Français à part entière. Et pour nous aider à continuer à donner des moyens au consulat, aux moyens au lycée, des moyens à nos militaires, des moyens à notre diplomatie, et j'en passe. Merci Madame Blackrafi, le temps est terminé. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Je vous souhaite bonne chance, et vous Français, vous Libanais, vous Franco-Libanais, restez connectés sur ICI Beyrouth.